Donc je vous propose de nous attaquer au nouveau lore des cités de Sigmar, les collèges de magie. Bien que les humains n'aient qu'une maîtrise sommaire de la magie comparée aux races plus anciennes, l'étincelle de pouvoir flamboie intensément chez les Sigmarites. Une fois entraînés à contrôler leurs capacités, les êtres dotés de la vision arcanique deviennent capables de plier la réalité elle-même à leurs caprices. La collégiale des arcanes régit l'étude et la pratique de la magie sur tout l'ancien empire du dieu roi. Elle se compose de 8 collèges indépendants, chacun spécialisé dans la manipulation des énergies arcaniques d'un royaume en particulier. Le collège flamboyant exploite par exemple l'incandescence du feu akshien, tandis que les sorciers du collège d'améthyste de Shaish excellent dans la magie des âmes. La collégiale est responsable de toutes les affaires liées à la magie au sein des cités franches, ce qui inclut le raffinage de la pierre de royaume et la maintenance des charmes de protection. Oui, donc c'est vrai que les collèges de magie avaient des rôles très importants aussi, même dans l'ancien monde, dans Battle. Mais là, ils ont un rôle d'autant plus important du fait de la présence des pierres de royaume dans les royaumes mortels, qui sont une ressource extrêmement importante et vitale à la survie des cités. D'autant plus maintenant que les mécaphores existent, parce que les mécaphores, leur source d'énergie, c'est de la pierre de royaume. Donc ils ont un rôle d'autant plus important maintenant, les collèges de magie, et ils doivent avoir beaucoup de demandes, quoi. Dans chaque métropole sigmarite siège un conseil de puissants sorciers, et se dresse un sanctum, dans lequel ils pratiquent leur art à l'abri des regards. Il s'agit souvent d'une tour flottante, planant au-dessus des rues de la cité, et chatoyant occasionnellement d'énergie arcanique. Donc oui, c'est vrai que souvent ce sont des tours qui l'évitent. Genre les collèges de magie, on savait que les collèges de magie à Azirheim, la capitale d'Azir, on savait qu'il y avait 8 tours qui flottaient dans le ciel de la capitale. Et ça semble être quelque chose qu'ils font aussi dans les autres cités, de créer des tours flottantes au-dessus des cités. Alors ils le font pour être tranquilles, généralement, mais pas que. Les tours des collèges de magie sont aussi des lieux d'expérimentation. Disons que quand quelque chose tourne mal dans les expérimentations de sorciers, ça peut faire des réactions en chaîne qui peuvent être potentiellement très dangereux pour tout ce qu'il y a autour. Donc s'il y a un micmac arcanique, genre un sort persistant qui est lâché, et que le collège était genre au sol dans la cité, ça créerait vraiment des massacres, quoi. Donc l'idée aussi que les tours flottent, ça fait au moins en sorte que s'il y a un problème, la cité sera pas directement touchée, quoi. C'est aussi l'intérêt. Les chasseurs d'étincelles de la collégiale sillonnent les royaumes en quête de candidats à instruire aux arcanes. Il est préférable que cet entraînement débute à un jeune âge, puisque des décennies d'études sont nécessaires pour appréhender les fondements de la sorcellerie. Les apprentis qui ne remplissent pas les conditions draconiennes de leurs tuteurs sont expulsés des collèges de magie, et leurs os sont incrustés de rivets de pierre de néant afin de neutraliser leur pouvoir potentiellement destructeur. Ah, ça c'est intéressant. C'est la pierre de néant, du coup c'est une pierre de royaume assez différente des autres. C'est une pierre de royaume qui se matérialise dans le vide éthérique entre les royaumes, donc dans l'espace en fait, quelque part, c'est l'équivalent d'espace dans les royaumes mortels. Et c'est une pierre avec des propriétés anti-magiques. Donc ils se font littéralement clouer des pierres d'anti-magie dans leurs os, s'ils s'avèrent pas être à la hauteur, pour neutraliser leur capacité magique et faire en sorte qu'ils soient pas un danger. Alors ça peut paraître cruel, mais c'est toujours mieux que de se faire juste tuer. Franchement, on est dans Warhammer. Il y a un monde où, dans un autre monde, genre dans Warhammer Fantasy Battle ou dans 40K, moi j'ai presque envie de dire, on les aurait emmenés dans le jardin, on leur aurait dit regarde un peu à l'horizon et on leur aurait mis une balle dans la nuque, quoi, c'est tout, quoi. Donc j'ai envie de dire, ils ont au moins le droit de continuer à vivre leur vie. Mais bon, ça doit quand même être très frustrant. Et quelque part, en fait, le fait de voir la magie, le fait de pouvoir sentir la magie, les gens qui ont ce potentiel, c'est quelque chose d'inné chez eux, et c'est quelque chose qui fait partie d'eux, quoi. Donc aussi, le fait de se faire enlever ça, ça doit être assez traumatisant, en fait, pour les individus, quoi. C'est comme si on enlevait un de nos sens, quoi. C'est comme si on perdait le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue. C'est un 6e sens, en fait, qu'ils ont de pouvoir percevoir la magie. Donc aussi, le fait de perdre ça, ça doit être très dur, quoi. Très très dur. Moi, je vais direct vers un culte de tige. Ah, ça... c'est énervé, quand même. Ouais, c'est énervé. C'est énervé, mais ça aurait pu être bien plus cruel.
C'est quand même une option qui épargne leur vie, quoi. Ça mérite de le reconnaître. Il pourrait les virer point barre, ouais, mais t'as un mage qui sait pas maîtriser qui maîtrise pas ses sorts. Tu le lâches pas dans la nature. Ça, par contre, je comprends entièrement. Surtout maintenant que les sorts persistants existent. Genre depuis l'Arcanum Optimar, même un simple gars qui connaît pas trop la magie, sur un malentendu, s'il a une émotion forte, s'il fait pas attention, il peut lâcher un sort persistant, un crâne de feu, etc. Donc oui, ouais, c'est compliqué, quoi. C'est chaque mage incompétent et qui ne maîtrise pas ses pouvoirs, c'est une nuke. Ouais, c'est une bombe à retardement, quoi. C'est une nuke à retardement même. Quoi, tu as eu 7 de moyenne? Bon, on va te clouer, tant pis. Dans la pure tradition warhammeresque, des gentils qui ne sont pas si gentils. Ah, c'est bien grimdark. Ah, je sais pas. Bon, moi, je pars quand même du principe que dans Fantasy Battle ou dans 40K, ils auraient juste été exécutés, quoi. Ou sacrifiés, quoi. Typiquement, un Psyker qui maîtrise rien, bah tu l'envoies en sacrifice à l'empereur, quoi. Il me semble qu'ils ont sacrifié je sais pas combien chaque jour, quoi, pour l'empereur. Pour nourrir l'empereur. Dans Fantasy Battle, je crois que je me souviens qu'il y avait peut-être des asiles où ils étaient emprisonnés. Les mages étaient enfermés dans des genres d'asiles. Dans Vermintide, on rentre dans un de ces asiles de magie. Où il y avait des mages qui étaient un peu ratés ou qui étaient devenus instables, on les enfermait. Mais possible qu'ils les tuaient pas dans Battle, maintenant que j'y pense. Mais encore une fois, c'est une option où ils peuvent partir tout en restant vivants. Et ils peuvent continuer à vivre leur vie tranquillement, quoi. C'est moins pire que dans les autres univers Warhammer, mais en sachant que si j'étais mage des royaumes, je cacherais mes pouvoirs et rejoindrais direct un culte de Tzinch. Ah, vous êtes de ce bord-là, monsieur. Je vois. Pour en revenir à la page, donc il y a des rivets de pierre de néant pour neutraliser les pouvoirs potentiellement destructeurs. Ils sont surveillés toute leur vie durant par l'ordre d'Azir et les agents de la collégiale, de crainte qu'ils succombent à une influence maligne. Ah, donc on les garde aussi à l'œil, ce qui est compréhensible. Cette menace pèse constamment sur les êtres dotés d'aptitudes magiques, car les puissances du chaos sont attirées par le potentiel arcanique. Ensuite, la hiérarchie des arcanes. Donc là, il y a un peu de lore sur l'organisation de la collégiale des arcanes. Alors, la collégiale est une organisation vénérable au rouage nébuleux. Dans les faits, elle se compose de 8 corps distincts, aux fonctionnements et objectifs très différents. Les intérêts de ces corps entrent régulièrement en conflit, et les dissensions majeures peuvent donner lieu à un déchaînement de violence thaumaturgique. Afin de s'assurer une certaine harmonie, la collégiale a fait en sorte que chaque cité franche dispose d'un conseil magique, un comité de 20 mages collégiaux de haut rang, spécialisés dans la magie inhérente au royaume de la cité et qui rend directement compte au magister de celle-ci. Chaque conseil se compose d'un noyau commun de 6 membres spécialisés, dont les Shaer des sentiers cachés, occupés par des experts de l'utilisation et les dangers des portes de royaume. Il y a aussi les chasseurs de sorts et les retombées des événements magiques majeurs, tels que lors du déclin. Donc ça, c'est les optimistes Arcanum, donc qui sont sûrement nommés par rapport à, justement, vu qu'ils sont, leur rôle est de surveiller les manifestations comme les sorts persistants, et que ces manifestations ont été créées durant l'événement qui s'appelle l'Arcanum Optimar, leur rang est nommé après cet événement. C'est sympa, ça. Les magus extérieurs ne sont, quant à eux, pas des sorciers mais des chamans. Des prophètes ou des exorciseurs peuvent verser dans les arcanes de la magie. Ils sont là pour fournir leur point de vue extérieur et pour être copieusement raillés en ce faisant. Ce sont des illuminés et tout le monde se fout de leur tronche en somme.
Ça. Mais au moins, il y a un mérite, il y a une ouverture d'esprit, il y a ce côté où les collèges de magie reconnaissent quand même que on a tous suivi le même curriculum, on a tous appris la magie de la même façon, donc on va tous voir la magie de la même façon. Donc c'est quand même important d'avoir avec nous des gens qui voient la magie d'une autre façon, parce qu'ils pourraient voir des choses que nous on pourrait louper, parce qu'on a une façon spécifique d'apprendre la magie. Donc en vrai, il y a une ouverture d'esprit quoi, dans l'idée. Il les trouve chiants, mais ils sont nécessaires. Alors ensuite, le 6e poste est occupé par l'archimage Collegium. Cet auguste dirigeant est investi de l'autorité de la collégiale, et ses ordres ne peuvent être contredits que par un sorcier des éternels de l'orage. C'est lui qui a le dernier mot sur toutes les décisions importantes soumises au conseil, bien que l'immense quantité d'incidents à traiter implique inévitablement un certain degré de délégation. Ok, donc c'est celui qui préside sur ce fameux conseil. Le reste du conseil est constitué de mages de rang moindre, qui s'acquittent des missions de terrain exigées par leurs supérieurs. Bien que la plupart soient des spécialistes de la magie du royaume dans lequel ils officient, il y a toujours 7 postes réservés à des membres issus des autres collèges de magie. Sur les 20, il y en a 13 qui sont des spécialistes du vent de magie du royaume dans lequel ils sont. Et les 7 autres, c'est des spécialistes des autres vents. Ces invités, à l'image du magus extérieur, ne sont souvent que tolérés, bien que leur maîtrise des arcanes leur vaille un peu plus de respect qu'aux amateurs illettrés. En gros, il y a le magus extérieur, et il y a les 7 qui sont un peu mis de côté en mode quand on aura besoin de votre avis, on vous le demandera. Mais les 7 ils peuvent quand même aussi bully le magus extérieur. C'est vraiment celui qui se prend tout quand tout le monde est énervé. C'est lui qui prend tout quoi, le magus. Durant des réunions, c'est. De toute façon, c'est de ta faute, tu fous toujours la merde. Chaque fois que tu l'ouvres, tu fous la merde. Le magus extérieur, il prend tout à chaque fois, dans les réunions. Ils sont quand même sous la coupe des Stormcast, donc. Ah bah, les Stormcast, ça reste. Même si t'es genre l'archimage du coup du Collegium, un Stormcast ça reste un demi-dieu. Hein. Ça reste un être saint. Normalement, un mage Stormcast de base, en tout cas les Seigneurs Arcanum, c'est au-dessus d'un archimage humain quoi. Et aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les Éternels de l'Orage, eux, ils vivent plusieurs siècles. Ils ont bien plus de temps pour apprendre la magie. Un mage Éternel de l'Orage, techniquement, ça doit être un mage à peu près au niveau d'un mage elfe. De par leur longévité, ils sont au niveau des elfes. Même si leur spécialité, ça va être la magie des cieux. Parce que si, ils sont littéralement en partie constitués de magie céleste. Donc bien évidemment, ça va être la magie qu'ils maîtrisent le plus aussi. Même s'il y a des mages Stormcast qui maîtrisent d'autres vents de magie. Typiquement, Balthas Harun, alias Balthazar Gelt, il maîtrise un peu la magie céleste, mais aussi la magie métal. Alors ensuite, malgré leur puissance, les conseils de mages n'ont que peu de poids politique. Les sorciers sont considérés avec une certaine défiance par les gens du peuple, qui sont bien conscients des énergies malveillantes que peuvent déchaîner de mauvais usages de la magie. Mais la collégiale des arcanes dispose malgré tout d'une influence certaine, car aucune cité franche ne saurait conserver sa liberté sans l'œuvre des mages de bataille et artisans des arcanes, qui respectivement déchaînent leur sort sur les envahisseurs et imprègnent les murs de la cité de protection anti-éthérique. Oui, parce que c'est aussi leur rôle de gérer les nexus de magie qui sert de source d'énergie pour les barrières arcaniques, les protections contre les démons, les spectres. C'est grâce à eux justement que les démons et les spectres ne peuvent pas juste popper au milieu de la cité quoi. Alors les nouveaux héros nommés. Donc ce qui va nous intéresser ici, ça va être Erasmus Zone, nouveau perso nommé mage du Collège Blanc, donc un mage du vent de magie de la lumière, qui est originaire de la Conquête du Pionnier, qui est la plus grande cité de Sigmar, qui se trouve à Ish, le royaume de la lumière, et qui est une cité très peuplée aussi par les Luminettes. Donc il y a aussi beaucoup de mages très compétents là-bas, parce qu'ils sont justement un peu
guidé et conseillé par les elfes, quoi. Alors, Erasmus Zone l'éclairé. Le Collège Blanc a produit maints mages visionnaires, mais aucun n'est plus célèbre qu'Erasmus Zone. Éduqué dans les grandes salles de la conquête du pionnier en Ish, Erasmus s'avéra être un véritable prodige, capable de maîtriser des sorts que d'autres passaient leur vie à apprendre. Il avait atteint le rang d'archimage collégium de la conquête avant même ses 40 ans. Donc archimage collégium qui préside un peu le conseil de la collégiale dans les cités Tigmar. Il avait atteint le rang d'archimage collégium avant même ses 40 ans. Ce qui est extrêmement jeune, pour le coup, parce que pour devenir mage, il faut des dizaines d'années limite pour devenir mage. Donc limite, à peine sorti de l'académie, il a réussi à devenir archimage collégium, le bougre. Et il n'est pas devenu archimage collégium d'une petite nouvelle colonie. Il est devenu archimage collégium de la conquête du pionnier. Alors l'une des plus grandes cités de Sigmar et l'une des cités de Sigmar les plus avancées en termes de magie, quoi. C'est un bon achievement. C'est pas mal, c'est pas mal. Limite à 4 ans, il avait déjà commencé à manipuler la magie. Ils ont tout de suite compris que celui-là, il était un peu en avance, donc ils l'ont tout de suite fait rentrer dans l'académie, quoi. Et il était aussi dynamique et atypique que son ascension fulgurante le laissait supposer. L'idée d'exploiter le potentiel des confins du royaume où l'énergie magique est la plus pure le fascinait. Ignorant des avertissements de ses conseillers luminettes, il entreprit même d'étudier des découvertes magiques qui dataient de l'Okari Dara, la catastrophe qui entraîna la ruine des elfes de Ish. Ah, tu m'étonnes que les luminettes le déconseillaient. Donc intéressant, il étudie les phénomènes un peu de l'extrémité des royaumes, où la magie est extrêmement condensée. Et en plus, il étudiait de la magie, de la technologie de l'Okari Dara. Okari Dara qui est littéralement un catalyseur. C'est la guerre froide des luminettes où ils ont complètement nuke la surface de Ish. C'est pas la période de l'histoire dont ils sont plus fiers. Je suis même étonné qu'il ait été autorisé à étudier ces machines et ses découvertes. Je suis étonné que les luminettes l'ont pas chopé dans une ruelle et lui ont pas lavé le cerveau, quoi. Surprenant. Il a échappé belle. Estimant que promouvoir Erasmus s'était avéré une erreur fatale, les luminettes imaginèrent un plan pour le remplacer. Ah bah ouais. Donc les luminettes, ils ont bien senti, ils l'ont bien pris pour une menace et ils ont commencé à essayer de l'évincer. Et l'incitèrent à mener une expédition aux confins de Ish, en pensant qu'aucun humain ne pourrait y survivre. Ah oui, ils étaient vraiment en mode, celui-là il pose trop de questions, vous me l'envoyez dans une expédition suicide tout de suite. Dans le même temps, ils comptaient sélectionner un candidat plus accommodant pour le poste d'archimage. Cependant, non seulement Erasmus survécut à son odyssée, mais il revint juché sur le dos d'un héliomorphe, originaire des confins, baptisé Eldeglyph. Donc c'est la fameuse créature un peu chimérique, avec deux têtes, une tête de chèvre, une tête d'oiseau et une queue de serpent, qui est une magnifique créature. Ça me donne vraiment envie qu'il nous fasse vraiment un bestiaire bien détaillé, des créatures comme celle-ci qui se trouvent aux extrémités des royaumes, quoi. L'extrémité des royaumes, c'est vraiment là où il y a les créatures les plus cheloues, il y a des élémentaires, il y a toutes sortes de phénomènes étranges. L'extrémité des royaumes, c'est vraiment la terra incognita ultime, quoi. Donc Eldeglyph, cette créature était nommée Eldeglyph, est chargée de trésors que même la luminette ne connaissait pas. Erasmus affirma qu'il avait découvert le secret de l'illumination véritable et exigea une audience auprès de Teclis, sans ignorer le fait que ses soi-disant conseillers avaient tenté de se débarrasser de lui. À mon avis, les luminettes qu'il a envoyées à sa perte, et quand ils l'ont vu revenir vivant du truc, ils ont dû se chier dessus. D'autant que aller aux extrémités des royaumes à Ish et revenir, c'est quelque chose de très sacré et de très significatif pour les luminettes. Il y a des luminettes qui font du coup ce périple, qui vise en fait à reproduire le périple qu'a fait Tyrion durant l'âge des mythes, qui l'a rendu aveugle à l'extrémité des royaumes.
Et les lunettes qui reviennent justement de ce voyage reviennent avec les yeux un peu illuminés, et on les appelle les luminarians. Et ils sont vus comme extrêmement sages, presque des saints parmi les lunettes. Et la plupart des elfes qui font ce périple d'ailleurs meurent hein, en passant. C'est très peu en reviennent. Et donc oui, justement qu'un humain revienne de ce voyage, en même temps il y a peut-être eu une petite marque de respect quand même. Parce que comme je le dis, quand c'est un elfe qui le fait, il est vu comme un saint quoi. Donc quand c'est un humain qui le fait, bon, on peut lui laisser se la péter un peu quand même. Le dieu mage fut impressionné par l'intellect et la force de volonté de cet étrange humain, qu'il rétablit aussitôt dans ses fonctions, tout en sanctionnant ceux qui avaient tenté de l'éliminer. C'est là où c'est pratique d'avoir des dieux parfois qui sont actifs dans les sociétés mortelles. C'est qu'ils peuvent un peu calmer les ardeurs de certains. Donc il a littéralement été adoubé par Teclis, quoi, Erasmus. Les aventures d'Erasmus lui avaient permis d'acquérir des reliques qui ne firent que renforcer ses pouvoirs déjà considérables. Il porte la lanterne du savoir absolu, un trésor en Aether Quartz empli de secrets du cosmos, des vérités métaphysiques qui peuvent briser l'esprit de qui n'est pas prêt à les entrevoir. Son armure le protège du feu et de l'acier, tandis que sa maîtrise de la magie de royaume lui permet de piéger et de contrôler toute sorcellerie hostile. Il suffit alors de pointer son sceptre de radiance pour projeter des rayons lumineux qui transpercent ses adversaires et transforment leurs manifestations en d'inoffensives cascades de couleurs. Les compagnons lucides. Donc là il y a un petit passage sur la conquête du pionnier en elle-même. Depuis la fondation de la conquête du pionnier, la population humaine de la ville est sous le joug de ses surveillants luminettes. L'ordre des compagnons lucides fut fondé par Erasmus Zone en personne, dans le but de promouvoir les objectifs des humains, ou du moins de ceux qui évoluent dans les strates supérieures de la société. L'ordre cherche à placer des membres locaux dans des postes de responsabilité et parraine souvent des expéditions dans les confins de royaume en quête d'artefacts et de connaissances à même d'éclairer l'humanité dans son ensemble. Ainsi, l'ordre espère gagner le respect des luminettes par le débat et l'action politique, mais aussi, si nécessaire, par des moyens clandestins. En tout cas, Erasmus Zone approved. J'ai très hâte de voir un livre sur le Gus. Ça a l'air d'être un personnage assez intéressant. C'est un peu l'héritier spirituel de notre bon vieux Balthazar Gelt. Il est marrant, lui. Ensuite, pour finir, pour le lore des unités, il y a le lore du coup sur le Pyrobol d'Akshi et le mage Glas d'Améthyste, donc les deux mages. Alors Pyrobol d'Akshi, on raconte que le royaume du feu engendre les plus audacieux et redoutables mages de guerre. Et les Pyroboles d'Akshi illustrent à merveille ce potentiel destructeur. Entraînés dès leur plus jeune âge dans les arènes creusées du fleuve flamboyant, les Pyroboles canalisent leurs émotions bouillonnantes dans des baguettes coiffées d'une pointe de Brespierre qui emmagasinent la magie ambiante d'Akshi. Un peu un focus organique. Cela alimente de redoutables sorts, depuis des serpents de feu dansant jusqu'aux boules de feu qui réduisent en cendres des formations entières. Les pyroboles sont souvent des individus impétueux, car on ne saurait manier bien longtemps la magie du royaume d'Akshi sans succomber à une rage fougueuse. Les soldats des guildes franches méfient d'eux car ils ont entendu bien trop de récits de mages à la chevelure flamboyante, incinérant leurs infortunés alliés dans un accès de colère. Les yeux des pyroboles sont toujours recouverts d'un bandeau de tissu enchanté, conformément aux vénérables traditions des mages forts agloraxiens. Mention des agloraxiens, qui est le plus grand empire qui a existé pendant l'âge des mythes, le plus grand empire d'Akshi en tout cas, et qui était une magocratie extrêmement avancée. C'était des technomages, imaginez le clan Skryr, mais s'ils avaient réussi à faire en sorte que leur technologie soit stable. Voilà, ça c'est l'empire agloraxien. À l'échelle de tout le Vastaride, et c'était les plus grands mages, pas juste pyromanciens, parmi les plus grands mages des royaumes mortels. À juste titre, car ils consentent la magie flamboyante, les yeux du pyrobole luisent d'un éclat si intense qu'ils peuvent embraser un homme d'un regard, ce qui ne fait que renforcer leur sinistre réputation. Je trouve intéressant en vrai le petit lien avec les agloraxiens, la tradition agloraxienne est très intéressante je trouve. J'aime beaucoup. Ensuite le lore des mages Glas d'Améthyste. S'il y a un type de magie
qui coule à flot dans le sillage des armées des croisades du roi, c'est bien l'énergie d'améthyste de la mort. Les mages glas d'améthyste cherchent les concentrations de cette énergie sur les champs de bataille, jonchés de cadavres pour alimenter leur pouvoir et protéger leurs âmes, tandis qu'ils drainent la force vitale de leurs ennemis. La présence d'un mage glas est rarement considérée comme un bon présage par les soldats des guildes franches. Ils considèrent ces mages coiffés d'une cloche comme de vulgaires nécromants. Ça, c'est un truc que les mages de la mort ont toujours souffert de ça, c'est qu'ils ont toujours souffert d'être comparés à des nécromanciens. La magie d'améthyste est très différente. En fait, la nécromancie, c'est un peu l'opposé de la magie d'améthyste, quelque part. Parce que la magie d'améthyste, c'est la fin. C'est la magie de la fin aussi, d'ailleurs, qui est représentée comme... c'est pas juste la mort c'est pas juste la mort dans le sens de la fin de la vie, mais c'est aussi la fin tout court, c'est le concept de la fin. Et la nécromancie, c'est littéralement l'inverse. C'est essayer de perpétuer, d'aller au-delà de la fin, d'essayer de repousser la mort et la fin. Même si c'est facile de faire un amalgame entre les deux magies, elles sont très opposées en fait, conceptuellement. Alors, pour leur part, les sorciers se délectent de leur solitude et notent que rarement leur home. Ces coiffes étranges sont ornées de squelettes équipés de marteaux qui font teinter sans relâche le home. En se concentrant sur ce tintement au rythme étrange, le mage glas peut bloquer les murmures des âmes désincarnées et conserve ainsi un semblant de raison. Pour accroître encore la puissance de leur magie, les mages glas portent divers objets macabres, dont des crânes et un cierge reikainorien, invention du légendaire mage de la mort avant sa chute. Oui, parce qu'en fait, parmi les hantes nuits, il y a un personnage qui s'appelle Reikainor, qui était un ancien mage roi durant l'âge des mythes. Et apparemment, du coup, il avait inventé un cierge arcanique un peu particulier. Sympa comme inclusion. À chaque fois, il y a une petite raison de l'origine culturelle un peu ou d'une certaine pratique dans les différents domaines de magie, c'est très sympa. Là, on avait les Agloraxiens pour Akshi. Il y a une influence du coup du mage Reikainor. C'est intéressant. Cet objet absorbe l'énergie de Shaiish ambiante pour améliorer la puissance d'une invocation. Et un peu de la même manière aussi d'ailleurs que le forge-guerre alchimiste, du coup le mage du domaine du métal qu'on avait déjà dans les cités de Sigmar, son creuset runique qu'il a avec lui, ce dispositif arcanique a justement été créé en s'inspirant et avec l'assistance des maîtres des runes nains. Donc pour montrer aussi qu'il y a ce côté un peu multiculturel et qu'ils prennent un peu le meilleur de tout ce qu'ils peuvent trouver, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés un peu pour écouter. Prenez soin de vous et à plus. À plus.